Перспективы у этого раунда переговоров неплохие, я бы даже сказал, хорошие. Шансы велики. Они, наверное, не стопроцентные, никогда не бывает стопроцентной уверенности. هیچ راهی برای دنیا وجود نداره جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران و این راه مذاکره به توافق نهایی منجر خواهد شد امروز یا فردا. האיום הגדול ביותר על ביטחוננו ועל עתידנו היה ונשאר ניסיונה של איראן להתחמש בנשק גרעיני. ההסכם המתגבש בלוזאן סולל את הדרך לתוצאה זו. L'Iran encore et toujours sur la table, ce dossier du nucléaire iranien dont on pensait qu'il allait peut-être connaître une évolution aujourd'hui puisqu'il y avait cette fameuse date butoir du 31 mars pour trouver un accord au moins politique global sur ce dossier du nucléaire iranien. Et l'on sait, en tout cas il se murmure du côté de Lausanne où sont maintenant réunis depuis 6 jours les diplomates du groupe des 5+1 et les Iraniens, que ces négociations vont se poursuivre au moins la nuit prochaine jusqu'à demain matin. Pas d'accord donc avant la date prévue du 31 mars. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ces négociations tournent en rond? Est-ce qu'on a peut-être raison de demander un durcissement des sanctions comme le font certains républicains américains ou comme le fait Israël? On va essayer de vous démêler tout cela ce soir, donc avec également aussi un regard sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Jérusalem. L'entrée en lice de la nouvelle Knesset, 120 donc nouveaux députés qui ont prêté serment. Et puis Benjamin Netanyahou qui en a profité lui aussi pour s'exprimer. D'ailleurs, on va tout de suite, et pour lancer un petit peu la discussion, écouter le passage du discours de Netanyahou sur le nucléaire iranien. C'était il y a quelques minutes à Jérusalem. La plus grande menace sur notre existence et notre futur reste la tentative iranienne de se doter de l'arme nucléaire. L'accord en gestation à Lausanne ouvre la voie à cette éventualité. Selon toute vraisemblance, l'Iran conservera des infrastructures souterraines, le réacteur nucléaire d'Arak, des centrifugeuses de pointe, tous ces éléments au sujet desquels ces derniers mois, il a été dit qu'ils ne servaient pas un programme nucléaire à des fins pacifiques. Voilà Benjamin Netanyahou donc sur ce dossier de l'Iran. On va en parler avec vous. Olivier Rafovitch, bonsoir. Bonsoir. Colonel de réserve dans l'armée israélienne. Bonsoir professeur Shmuel Trigano. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie et vous publiez d'ailleurs un livre qui concerne non pas le nucléaire iranien mais les Juifs de France. Ça s'appelle 15 ans de solitude donc cela sort en ce moment. C'est consacré justement à la situation des Juifs de France. Merci d'être avec nous également Marius Shatner. Bonsoir, vous êtes journaliste et historien ici donc en Israël. Pour démarrer cette discussion, d'abord, est-ce que c'était une issue prévisible pour vous qu'il n'y ait pas d'accord, parce qu'il n'y en a pas finalement depuis des mois, on discute de ce dossier, Olivier Rafovitch, depuis très longtemps et on ne sent pas d'avancée finalement? Il n'y a pas encore d'accord officiel, mais il y a ici une volonté politique américaine de l'administration d'Obama et d'Obama lui-même de vouloir arriver à un accord, je dirais presque à n'importe quel accord, un accord à tout prix. Et il y a ici sa crédibilité politique qui est en jeu, qui est mise vraiment sur la table, face même à des démocrates au Congrès qui commencent aussi à vouloir un changement de politique américaine vis-à-vis d'Israël, également vis-à-vis de l'Iran. On n'arrive pas tellement à comprendre, nous, en Israël, je dirais même en Europe, d'ailleurs, comme les Français, pourquoi Obama est véritablement, à coûte que coûte, volontaire dans cet accord, qui est un accord extrêmement dangereux, et pour Israël, et pour l'Arabie Saoudite, et pour le monde arabe, mais également pour les Américains, vraiment eux-mêmes. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait encore des négociations, malgré une position iranienne extrêmement dure. Vous savez qu'il y a ce que nous voyons à la télévision, c'est-à-dire des sourires des affaires étrangères et des ministres des affaires étrangères iraniens. Et puis il y a là-bas ce qui se passe à Téhéran avec des manifestations extrêmement violentes. On crie mort à l'Amérique, mort à Israël. On brûle encore aujourd'hui, ce soir, des drapeaux américains et des drapeaux israéliens à Téhéran. Donc tout ceci fait que
il y a 2 Irans, mais il y a une seule Amérique aujourd'hui, en tout cas une seule Amérique, celle d'Obama, qui veut un accord, qui montre aujourd'hui également, on va dire, une situation extrêmement étrange. D'un côté, elle soutient un peu en retard l'Arabie Saoudite et la coalition arabe contre les rebelles du Yémen, les chiites, qui sont soutenus par l'Iran, qui est donc l'ennemi actuellement de cette coalition, avec l'Amérique qui les soutient, et puis la même Amérique qui serre la main aux Iraniens et qui veut, entre guillemets, doter l'Iran d'une capacité, je dirais, presque nucléaire. Moi, je pense qu'elle est nucléaire et militaire. Donc nous sommes troublés et nous attendons avec beaucoup d'inquiétude les développements, en pensant que de toute manière, les Américains voudront arriver à un accord, n'importe quel accord. Alors, professeur Schmoltrigano, comment vous analysez ce qui est en train de se passer? Est-ce que ce sont les Iraniens qui mènent la danse et qui peut-être mènent en bateau, finalement, la communauté internationale? On pourrait dire que sur le plan de la diplomatie, les Américains ne sont pas brillants, puisqu'ils ont manifesté bruyamment leur besoin d'un accord. Et c'est une très mauvaise position de négociation. Mais néanmoins, ce qui se passe, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, parce qu'on peut avoir le sentiment qu'il s'agit d'un renversement d'alliance au Moyen-Orient, une façon d'organiser cette région autour d'un axe dont la pièce la plus forte serait l'Iran. Et c'est ça qui est tout à fait stupéfiant, tant par rapport à son allié, l'allié américain qui est Israël, que les régimes modérés, que l'Arabie saoudite, et même, semble-t-il, la Turquie, qui aujourd'hui s'inquiète de ce renversement d'alliance. Et je crois que là, ça a quelque chose de tout à fait catastrophique. On se demande ce que poursuit Obama. Est-ce que c'est véritablement une défaillance ou bien est-ce que c'est un plan prémédité ? Il semble que ce soit un plan prémédité. Et c'est là où il y a une inquiétude à avoir, parce que la chose est incompréhensible sur le plan des intérêts du camp occidental et des alliés des États-Unis eux-mêmes. Moi, ça me fait penser le comportement d'Obama. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vie des 12 Césars de Suétone, où Suétone nous raconte toutes sortes de profils, nous décrit toutes sortes de profils impériaux d'empereurs saisis d'une folie quelconque ou d'une lubie quelconque et entraînant en fait tout l'empire dans une catastrophe. Je crois que c'est ça qui est en jeu. Mais il y a quelque chose d'autre qui est en rapport justement avec le livre que j'ai écrit. C'est qu'en fait, pendant ces 15 ans, ça fait 15 ans que s'est développé un isolement de l'État d'Israël, une ruine de son image, qui s'est accompagnée d'un nouvel antisémitisme, où des questions complexes, politiques, historiques, métaphysiques se sont mêlées. Et en fait, je crois que c'est la menace iranienne qui cristallise véritablement l'inquiétude qu'on a pu avoir durant ces 15 ans, en tout cas au cœur de l'Europe, l'inquiétude d'un abandon d'Israël par ses alliés, par l'Europe, par les États-Unis. Et cette inquiétude a pris forme et visage avec la menace iranienne. Je crois que donc que ce qui se passe actuellement, c'est la scène finale de ces 15 ans où quelque chose se décide de l'avenir qui nous attend. Ouais, d'ailleurs, un militaire haut gradé iranien disait aujourd'hui la seule chose qui n'est pas négociable, c'est notre droit à la destruction d'Israël, ce qui montre un petit peu l'un des visages de l'Iran. Marius Schaffner. C'est peut-être un des visages de l'Iran, mais moi je m'intéresse plus au visage d'Israël. Nous ne sommes pas à Washington ici. On entend des critiques pertinentes ou non, certaines pertinentes sur la politique d'Obama. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique de Netanyahou. L'influence que j'ai sur la politique d'Obama, elle est très très faible. Et il y a une espèce de discours israélien que mes amis, mes interlocuteurs ont repris. C'est pas simplement dire la politique vis-à-vis de l'Iran est mauvaise pour Israël. C'est très possible d'ailleurs. Je suis bien d'accord avec vous, il y a un changement de cap de la politique américaine. Mais de dire elle est mauvaise pour les États-Unis, moi, ça me rappelle les arguments classiques de la droite israélienne, même de Jabotinsky, quand on expliquait que l'Angleterre fait une mauvaise politique parce qu'elle abandonne le sionisme dans les années 30. Je pense que ce qui est surtout frappant en vue d'Israël, c'est que Netanyahou est devenu inaudible.
plus personne ne le prend au sérieux. Ces discours ne sont pas sérieusement pris au sérieux. Le fait qu'il soit intervenu d'une façon aussi grotesque et aussi flagrante dans le jeu politique américain, pour des raisons qui ne sont pas simplement d'ailleurs électorales, je ne veux pas m'abaisser là-dessus, mais quelles que soient les raisons, a des conséquences catastrophiques. Et c'est peut-être vrai qu'il y a une menace nucléaire, il faudra en discuter. Je veux rappeler qu'Israël aussi n'est pas complètement hors du coup. Je veux dire, c'est un peu ironique d'accuser tout le temps l'Iran de ne pas respecter les conventions internationales en nucléaire, alors qu'Israël, évidemment, les respecte puisqu'il ne les a pas signées. Mais moi, je crois qu'il y a une menace beaucoup plus grave sur l'État d'Israël, c'est la continuation de l'occupation et la transformation de ce pays en un régime d'apartheid. Si le débat va dans cette direction, alors je voudrais quand même dire deux choses à M. Shatner que j'apprécie en tant qu'homme, mais pas du tout en tant que commentateur sur la question israélienne, si vous permettez. Netanyahou, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, on a le droit de critiquer, mais il est un peu comme Noé, dans la Bible, excusez-moi. Vous savez, Noé a fabriqué ce bateau alors qu'il n'y avait pas de déluge et on se moquait de lui, et on l'a pris pour un fou. Qui fait un bateau sur un terrain, un champ, alors qu'il n'y a pas ni mer, ni lac, Et vous savez ce qui est arrivé ensuite, il y a eu le déluge. Quelque part aujourd'hui, malgré ce qu'on entend ici, et c'est un discours classique de la gauche et même de ceux qui n'aiment pas Israël, mais c'est pas grave. Ce qu'on entend également aujourd'hui et qu'il faut faire également très attention, c'est que M. Kerry a téléphoné à M. Netanyahou il y a quelques jours pour l'informer du développement des négociations. L'État d'Israël est un petit pays, c'est vrai, c'est un tout petit pays, on est minuscule, on est fragile, mais on est extrêmement important. Et vous savez, encore une fois, je ne vais pas rentrer ici dans le mystique, mais il y a une prière centrale pour Israël qui est Shema Israël. Écoute Israël. Écoute Israël, c'est également écoute Israël lorsque tu es américain, lorsque tu es européen. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient est extrêmement grave, non pas seulement pour Israël, mais pour le monde tout entier. Et aujourd'hui, le fait que ces négociations n'aboutissent pas, le fait qu'il y ait des pressions internes, le fait que la France, entre autres, joue un rôle, je dirais, de frein dans ces négociations, le fait que même au niveau du Congrès, ils ont du mal aujourd'hui à vouloir arrêter les sanctions parce que le Congrès américain, qui est américain et pas israélien, bloquerait cet arrêt de sanctions, fait que l'État d'Israël aujourd'hui joue un rôle majeur. Et il a un rôle majeur. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, regarde vers Jérusalem et espère que la politique israélienne, celle de Netanyahou, celle que vous n'aimez pas, mais celle qui est appréciée par le monde arabe, sunnite et modéré, ils attendent que Netanyahou fasse quelque chose pour influencer cette politique américaine qui va à la catastrophe. Alors, on continue à parler de ça. Je vais vous laisser répondre. Je vous laisse répondre dans un instant. Juste, on fait un détour par Lausanne, parce que c'est quand même là-bas que ça se passe, pour retrouver Boaz Bismuth, qui est éditorialiste au quotidien Israël Hayom et qui suit de très près donc, ces discussions. Bonsoir Boaz. Donc, vous êtes en direct depuis Lausanne. Est-ce qu'à votre avis, on est en train d'aboutir à quelque chose, ou est-ce que tout cela est finalement une danse qui ne mène à rien ? Bonsoir. En fait, c'est exactement comme dans les rondes précédentes en Turquie, à Genève, et encore une fois à Genève, encore une fois à Turquie, au Kazakhstan, lequel c'est long, et en fait, à 10h, on vous dit quelque chose, à 11h, 4 ans, autre chose. Mais j'écoutais le débat et je voudrais juste parler un petit peu du climat. Le climat, en fait, est assez surréaliste, dans le sens où, vous savez... J'ai l'impression qu'on a perdu la liaison avec Lausanne. On va essayer de la retrouver très vite. Vous vouliez répondre et ensuite je laisse là. Je veux dire, peut-être que vous voulez remonter. Moi, je voudrais répondre sur un point précis. Je veux dire, c'est vrai que Netanyahou crie au loup, à tort ou à raison. Mais je veux quand même rappeler que le même Netanyahou, en 2002, a affirmé que l'Irak de Saddam Hussein avait préparé des armes nucléaires, ce qui s'avérait complètement faux. Je ne parle pas de 2002. C'est le même Netanyahou qui, en 1992, a déclaré que dans 5 ans, l'Iran... Comment ? C'était vrai. Il parlait d'armes de destruction massive, pas nucléaire. Effectivement, il y avait un programme chimique... Non, mais qu'on n'a pas trouvé, c'est une chose. Mais que l'Irak voulait obtenir des armes chimiques et biologiques, c'est un fait. Comme d'ailleurs la Syrie voulait le faire. En 1992, il avait dit que dans 5 ans, l'Iran aurait des armes nucléaires. Donc, il vaut mieux attendre qu'ils les aient pour agir. Alors, un mot, et après je repars à Lausanne. Allez-y. Oui, vous semblez oublier quand même que la politique qui est au pouvoir en Iran, qui est une politique dictatoriale, théocratique, est une politique qui favorise l'apocalypse.
l'apocalypse à la façon chiite. C'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir sont tout à fait capables de faire ce qu'ils disent. Et c'est quand même quelque chose de tout à fait différent. Olivier vous a dit il y a quelques secondes qu'il y avait 2 Irans. Vous ne tenez pas du tout compte Mais oui, des changements internes en Iran même? Il y a une dictature qui, à travers les gardiens de la Révolution, qui est une sorte de corps de SS, persécute les Iraniens. Il n'y a pas d'autre force? Il n'y a pas une évolution en Iran. Elle n'arrive pas à se manifester. Mais c'est ça le. Je disais qu'il y avait 2 Irans. Une qui sourit, qui sait parler l'anglais, et qui sait montrer un visage, entre guillemets, modéré, mais qui n'est pas modéré. Il y a la vraie Iran, celle des places d'Aran, celle des gardiens de la Révolution, qui sont effectivement un régime militaire, dictatorial, extrêmement dangereux. Encore une fois, l'Amérique aujourd'hui, en négociant avec ce pays-là, quelque part... est en défaite, ou enfin donne quelque part son aval sur ce régime-là, qui ne changera pas pour l'instant, en lui donnant plus ou moins la possibilité d'obtenir l'arme suprême, l'arme absolue. La Corée du Nord était également dans cette situation-là. Il y avait également des gens qui pensaient qu'elle ne l'aurait pas. Elle l'a, et donner la bombe à des fous, à des gens extrêmement dangereux, c'est un danger non pas pour les voisins, mais pour le monde tout entier. Vous savez, il y a quelque temps, lorsqu'Israël parlait, à l'époque où nous étions en contact dans d'autres situations avec M. Shatner, à l'époque où Israël criait que l'islamisme intégriste allait dépasser les frontières de la Judée-Samarie et de Jérusalem pour toucher l'Europe, les Européens et même des Américains se moquaient des Israéliens. Le terrorisme islamiste intégriste a dépassé déjà depuis très longtemps les frontières d'Israël et du Moyen-Orient. La bombe atomique iranienne va également dépasser très rapidement les frontières de l'Iran et du Moyen-Orient. Les Européens aujourd'hui et l'Amérique sont en train véritablement de juger et de donner l'avenir pour le monde tout entier. Alors moi, je voudrais quand même réagir là-dessus. Si vous êtes des spécialistes apparemment de l'Iran, moi je ne suis pas tellement spécialiste comme vous, moi j'ai entendu d'autres voix en Iran, mais il est possible que ces voix sont moins importantes, puisque vous le dites. Mais je pense que si Israël était vraiment convaincu, comme le Premier ministre l'a dit, que c'est la menace essentielle iranienne, eh bien logiquement, que l'Iran nucléaire est d'une menace existentielle de première importance pour Israël, la logique aurait été qu'Israël fasse tout pour resserrer ses liens avec les États-Unis. Or, la politique du Likoud, d'Israël, on peut le dire, a été par la colonisation, par sa politique en Cisjordanie, par sa politique en général, a eu comme conséquence d'éloigner. Je pense que ça a joué énormément. Je pose la question. Vous croyez vraiment et sincèrement que tout est de la faute de l'État d'Israël dans cette... Non, c'est important parce que pas tout, bien sûr. Obama aujourd'hui a une nouvelle politique. Vous l'avez dit vous-même. Les Américains sont en train de changer de route, mais je pense de direction. Contribue. Quand un Premier ministre israélien dit que finalement il n'y aura pas d'État palestinien, ce qu'il dit, je trouve très bien qu'il ait dit parce que c'est sincère. Les cartes sont sur table. Eh bien, il est en rupture totale avec la politique américaine. Alors il faut le payer le prix. Nous vivons une époque où l'État arabe s'est effondré de l'Est à l'Ouest. Nous vivons une époque où se lève un empire, l'empire iranien. C'est une vieille histoire d'ailleurs propre à la géopolitique du Moyen-Orient de l'Antiquité. Et donc, si vous voulez... Il n'a pas gêné les Juifs d'ailleurs dans l'histoire. Ils ont été vaincus auparavant. Les Juifs n'ont pu survivre, comme dirait une gauchiste américaine et israélienne, qu'à titre de minorité protégée. Et donc, si vous voulez... les Perses, oui, avec Cyrus. Mais si vous voulez, il faut quand même prendre la conscience de l'évolution des choses. Quelle raison cela aurait de créer un autre État arabe alors que les États arabes autour de nous se sont effondrés ou en voie d'effondrement? Et c'est l'illustration. Et quel État? Et c'est l'illustration que finalement on est passé déjà à une autre époque où l'enjeu n'est plus celui-là, mais la menace d'un impérialisme. Moi, j'adore dans la droite israélienne parce que c'est vraiment ces idées que vous donnez. Il y a toujours une raison de continuer à occuper les territoires. Ça pouvait être avant le terrorisme, ça peut être maintenant l'islamisme, mais au fond, la raison qu'on garde les territoires, c'est que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël et qu'on considère que c'est quelque chose qui vous êtes quelqu'un depuis longtemps en Israël. Très longtemps. Bien avant la guerre des 6 jours. Un peu avant. Un peu avant. Oui. Avant la guerre des 6 jours, il n'y avait pas de territoire occupé. Oui. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui. Mais il y avait un conflit israélo-arabe. Absolument. Il y avait des fedayoun. Oui. N'est-ce pas? Oui. Le problème israélo-palestinien n'est pas un problème avec les territoires palestiniens. Les territoires palestiniens sont une des parties du problème. Attendez. Oui.
Le problème est un problème entre les Israéliens juifs et le monde arabe, ou en tout cas une partie d'entre eux, qui refusent l'existence même d'un État juif au Moyen-Orient. C'est un très vieux conflit qui se développe, qui évolue. De penser aujourd'hui de manière naïve, mais vous avez le droit d'y penser, qu'en réglant et en supposant que demain l'État d'Israël rendrait tous ces territoires dits occupés aux Palestiniens, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix, il y aura pire que ça. Il y aura un état de guerre, il y aura un état de conflit extrêmement violent. Et de vous à moi, les Palestiniens aujourd'hui ne veulent pas un État palestinien. Les Palestiniens aujourd'hui veulent... plutôt qu'à vous. Alors, je voudrais qu'on reparte à Lausanne. À qui parlerez-vous? Palestiniens. Au Hamas? On va retourner à Lausanne. Je vois que le dossier palestinien c'est lié à celui de l'Iran. On va retrouver Boaz Bismuth. Il a été lié à la table, mais on va retrouver à Lausanne donc Boaz Bismuth qui donc a retrouvé lui une liaison. Boaz, vous nous parliez donc de ce qui est en train de se passer à Lausanne et finalement donc de ces négociations qui vont continuer vraisemblablement la nuit prochaine. Alors, juste pour vous montrer, bonsoir, juste pour montrer à quel point tout cela est tellement compliqué et tellement confus. Il y a 10 minutes on parlait, déjà regardez comment les choses changent. Et, il y a un quart d'heure à peine de Washington, le département d'État disait comme quoi les négociations allaient continuer jusqu'à 1h ce matin et probablement demain aussi. Et là maintenant une source iranienne qui nous raconte que déjà on est arrivé à un accord et que peut-être encore dans les heures qui viennent, à l'école polytechnique à Lausanne, donc à l'université de Lausanne, peut-être dans les heures qui viennent, on va signer une sorte d'accord, un accord quelconque, montrer au monde qu'on a réussi à avancer quand même. Vous montrer à quel point ça se passe comme ça depuis 2-3 jours ici à Lausanne, où vous entendez toutes les heures des informations confuses. Mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que il y a ce que je dirais deux choses. Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir un accord? Oui, il y a une volonté des 5+1 et des Iraniens. Est-ce qu'il y a confiance? Non. Non, zéro confiance. Et je dirais que justement à Lausanne, on voit un petit peu à quel point ce Moyen-Orient est nouveau, à quel point la communauté internationale, à quel point les relations internationales ont beaucoup changé. Souvenez-vous, il y a 12 ans, en 2003, lorsque ces négociations débutent, en fait, il y a la Troïka européenne et il y a les États-Unis qui se demandent comment est-ce qu'on peut négocier avec l'axe du mal. Aujourd'hui, en fait, ce sont les Européens et surtout la France qui met un petit peu en garde ces négociations. Et c'est les Américains qui veulent justement avoir un accord à tout prix et qui disent aux Iraniens, gare à vous, s'il n'y a pas un accord, eh ben, le Congrès attend et finalement, ça va être beaucoup plus dur pour vous. Et je dirais encore une chose peut-être derrière les coulisses, c'est ce qui montre aussi à quel point vraiment notre Moyen-Orient a changé. Souvenez-vous, dans les années 50, le pacte de la périphérie, dans lequel l'Iranien ou Perse était du côté d'Israël contre le monde arabe, là, dans la salle de presse, eh ben, les journalistes israéliens sont entourés par les Qataris, par les Émiratis, par les Saoudiens, justement, eh ben, qui font, c'est assez surréaliste, des éloges, justement, sur la prudence israélienne vis-à-vis de cette menace iranienne. Regardez à quel point notre monde, dans la dernière décennie, a changé. Merci, Boaz Bismuth, donc Israël Hayom en direct de Lausanne. Juste rapidement par rapport à ce que vous disiez par rapport aux Palestiniens. Les Iraniens veulent détruire l'État d'Israël. Ils en parlent, ils veulent le détruire. Et, en supposant qu'il y ait une bombe nucléaire iranienne, qu'elle soit utilisée, Chazvé Shalom, contre l'État d'Israël, cette bombe, quelque part du côté iranien, devrait s'arrêter à chaque porte palestinienne et toucher seulement les maisons israéliennes. Il y a ici une volonté des Iraniens de mettre à feu et à sang et les Juifs et les Arabes, et les Palestiniens et les Israéliens. Donc toutes ces questions qui sont liées au territoire, à la politique du Likoud, n'ont absolument pas leur place aujourd'hui. L'Iran, comme vous l'avez dit, a aujourd'hui une politique impérialiste, d'expansionnisme. Elle gouverne actuellement à Beyrouth, elle est au Yémen, elle est à Bagdad, elle est en Syrie, elle est aux portes du Golan et au nord de l'État d'Israël, elle a le Hezbollah dans les mains. L'Iran aujourd'hui veut être le grand pouvoir de ce grand Moyen-Orient. Et la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, avec Israël, de manière un peu incroyable, deviennent le frein, l'obstacle à cet expansionnisme. Les Américains devront choisir. Alors, alors vous les avez mis en garde, les Américains, très bien. Je crois qu'une chose qu'on peut dire est vraie, c'est que le Moyen-Orient est en train de changer d'une façon radicale. Et d'ailleurs, il y a un côté peut-être ironique. Vous m'avez expliqué combien, finalement, le conflit c'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est un conflit israélo-arabe, c'est le refus arabe de l'existence d'un État juif. Et en même temps, vous m'expliquez combien Israël, maintenant, va recevoir peut-être un soutien implicite d'États arabes qui sont contre l'Iran. Les choses sont en train de changer. Alors, je voudrais qu'on voit d'abord à Jérusalem, justement, où a eu lieu aujourd'hui donc, eh bien, l'intronisation de la nouvelle Knesset, les 120 députés élus lors des dernières élections. Daniel Haïk a suivi tout cela. Netanyahou a parlé de l'Iran. L'Iran a été aujourd'hui au centre ou pas de cette journée ?
L'Iran a été mentionné par Binyamin Netanyahou dans le discours qu'il a prononcé, mais ce n'était pas au cœur de l'ensemble des préoccupations des nouveaux députés. Effectivement, Binyamin Netanyahou a pris la parole, non pas dans l'hémicycle, mais dans la salle Chagall, à l'occasion d'une réception donnée en l'honneur des députés, des 120 députés de cette 20e Knesset. Et dans ce discours, il a d'abord rappelé la nécessité pour lui, l'engagement qu'il avait pris de lutter contre l'augmentation du coût de la vie, mais il a bien clarifié quelles étaient ses priorités. Si pour lui il est important d'améliorer la qualité de la vie, eh bien il dit parallèlement il faut veiller à la vie elle-même. Et lorsqu'il dit cela, eh bien il s'adresse, bien entendu, il fait allusion à la menace que représente l'Iran nucléaire. Et Binyamin Netanyahou l'a dit très clairement. À son avis, eh bien selon ses estimations, contrairement aux estimations d'autres experts, eh bien il estime que l'Iran risque de devenir une puissance nucléaire d'ici un an, peut-être même moins d'un an. Et il affirme que celui qui est clairvoyant, eh bien, comprend clairement que l'Iran est en train de mener une politique expansionniste à travers le Proche et le Moyen-Orient, une politique qui va du plateau du Golan au Yémen, de Gaza jusqu'à Téhéran, et que cela n'inquiète pas seulement Israël, cela inquiète également les voisins arabes modérés qui sont autour de l'État d'Israël. Merci Daniel. On va vous retrouver tout à l'heure pour parler justement de cette journée plus politique. Shmuel Trigano, il nous reste très peu de temps, mais à votre avis, ces négociations-là qui sont menées, est-ce que c'est une perte de temps finalement? Est-ce que les Iraniens ne sont pas déjà, est-ce qu'il ne faut pas se préparer à avoir une force nucléaire iranienne déjà présente au Moyen-Orient? C'est l'impression que l'on peut avoir, effectivement, à savoir que les choses sont déjà faites. Trop de temps a été perdu. Les Iraniens sont d'excellents diplomates, semble-t-il. Et les Européens peut-être moins bons et moins orientaux dans cette pratique-là, mais ne serait-ce que sur le processus même, la procédure même de ces multiples rencontres, de ces accords, ces faux accords, ces accords intermédiaires, etc. Ici, pour garder la face, ils sont obligés, tous sans doute, d'avouer quelque chose, mais c'est encore reporté à plus tard. Et je crois qu'on a perdu beaucoup de temps. C'est votre avis aussi, rapidement? Moi, je pense que si cet accord aboutit malheureusement et que l'Iran obtient la bombe ou se rapproche, ceux qui ont signé l'accord diront on s'est un peu trompé. Mais nous devons agir. C'est ça la grande différence. Israël ne peut absolument pas agir contre l'Iran seul. Ne peut pas. Bon, eh ben écoutez, ce sera le mot de la fin, mais on va continuer à parler nous de l'Iran dans un instant avec d'autres invités, d'autres reportages à vous montrer également ce qui continue de se passer à Lausanne. Vous l'avez entendu de la bouche de Boaz Bismuth qui est sur place. Peut-être que finalement, eh bien, un papier qui serait un accord global, en tout cas très général, sera signé pour ne pas évidemment perdre la face après tous ces mois passés à négocier. Merci Marius Shatner, merci Olivier Rafovitch, merci beaucoup Shmuel Trigano. Également, on va remontrer la couverture de votre ouvrage à l'écran qui sort donc en ce moment. 15 ans de solitude consacrée donc à la situation des Juifs de France. Merci à tous les trois. Et puis dans un instant, la suite évidemment de cette édition spéciale. On retournera également à la Knesset pour retrouver Daniel Haïk tout à l'heure après l'entrée en liste donc des 120 nouveaux députés. Перспективы у этого раунда переговоров неплохие, я бы даже сказал, хорошие. Шансы велики. Они, наверное, не стопроцентные, никогда не бывает стопроцентной уверенности. هیچ راهی برای دنیا وجود نداره جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران و این راه مذاکره به توافق نهایی منجر خواهد شد امروز یا فردا. האיום הגדול ביותר על ביטחוננו ועל עתידנו היה ונשאר ניסיונה של איראן להתחמש בנשק גרעיני. ההסכם המתגבש בלוזן סולל את הדרך לתוצאה זו.
Alors, on continue de souffler le chaud et le froid du côté de Lausanne à propos de ce dossier du nucléaire iranien. Des discussions qui doivent se poursuivre théoriquement au-delà de la date butoir fixée à ce soir minuit. Mais peut-être qu'on pourrait signer quelque chose quand même, nous disait tout à l'heure Boaz Bismuth. On va essayer d'y voir plus clair encore avec d'autres invités ici en studio. Freddy Ethan, bonsoir. Bonsoir. Ambassadeur d'Israël, merci d'être avec nous. Et puis on est en duplex également depuis notre studio parisien avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. Merci d'être là. Charles. Et à côté de vous, Ramin Parham, qui est écrivain franco-iranien. Bonsoir. Vous avez publié notamment cet ouvrage « Iran, Israël, jeu de guerre » qu'on va voir s'afficher à l'écran et qui, évidemment, est complètement en situation avec ce que nous sommes en train donc de vivre avec ces négociations. Alors, avant de vous donner la parole à tous, on va revenir donc sur ces dernières heures de discussion acharnées qui se poursuivent à Lausanne avec bien le récit signé Léa Berdugo. 6 jours de huis clos intensifs pour un résultat incertain. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique donne le ton. On avance mais lentement, au vu notamment de la complexité des questions, dit-il. Des responsables américains et russes ont corroboré ses propos en déclarant que les discussions pourraient continuer jusqu'à mercredi. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était de retour à Lausanne ce mardi pour la dernière ligne droite. Il avait quitté la ville la veille avec la promesse de revenir s'il existait des chances réalistes d'accord. Il s'est exprimé un peu plus tôt à Moscou. Je pense que les sanctions devraient être suspendues une fois les accords obtenus. Elles devraient être levées. Il y a différentes façons, soit les lever complètement, soit dans un premier temps les suspendre temporairement. Et dans un second temps, les lever légalement. Mais en pratique, cela devrait signifier que les sanctions doivent être levées. Et cela ne doit pas interférer avec le commerce légal et l'activité économique entre l'Iran et ses partenaires étrangers. Les grandes puissances et l'Iran tentent de parvenir à un accord temporaire ou un accord de principe en vue de la poursuite des négociations. Ce compromis constituerait une étape fondamentale dans la constitution d'un accord final dont l'échéance a été fixée au 30 juin. L'objectif est de s'assurer que l'Iran ne cherche pas à obtenir l'arme nucléaire. Mais après 18 mois de marathon diplomatique et plus de 10 ans de discussions avec les grandes puissances, il reste toujours plusieurs points de blocage. Premièrement, la durée de l'accord. Les grandes puissances souhaitent un cadre strict de contrôle de l'activité nucléaire iranienne d'une durée de 15 ans minimum. Deuxièmement, la question de la levée des sanctions internationales. L'Iran souhaite une annulation immédiate de ces sanctions, tandis que les grandes puissances souhaitent une levée graduelle. Et enfin, la question du programme de recherche, notamment concernant le nombre de centrifugeuses que pourrait posséder l'Iran. Les prochaines heures détermineront si la République islamique et les grandes puissances sont parvenus à un accord historique ou s'ils décideront d'une nouvelle prolongation. Alors, prolongation ou pas, Christian Mallard, vous avez évidemment des toutes dernières informations à nous communiquer. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer là dans les heures qui viennent ? Écoutez, j'étais en contact il y a quelques minutes avec un des membres de l'entourage de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, qui me disait « Tous les ministres, iraniens compris, sont tous enfermés depuis 15 heures. Ça fait plus de 4h30 qu'ils sont en train de discuter de points sensibles sur lesquels il y a encore des désaccords. » Et cette personne me disait on espérait tous pouvoir partir ce soir, rentrer dans nos capitales respectives ce soir, et finalement, on a décidé de repartir demain matin. On s'apprête à vivre ce que moi j'appelle, et l'expression a été partagée, la nuit des longs couteaux. Donc ça veut dire qu'on va sans doute négocier au-delà du seuil qui avait été fixé, c'est-à-dire à minuit, au-delà de minuit. Pour aboutir à quoi? Vous posiez la question tout à l'heure. Moi, j'ai plus le sentiment aujourd'hui qu'on aboutira à un accord qui sera une forme de protocole, disons, sur lequel on dira on a avancé sur tel ou tel domaine, on a encore pas mal de points de friction qu'il faut résoudre. Nous avons encore 3 mois, même si on devait résoudre les problèmes dits techniques, on mettra encore un peu plus de temps. Personne ne perdra la face parce que c'est évident que dans ce type d'affaires, personne ne doit perdre la face. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre rupture. Mais d'après ce que me disait la personne de l'entourage de Laurent Fabius, ça bute beaucoup sur l'histoire de la levée des sanctions. Et là-dessus, visiblement, les Iraniens demeurent intransigeants. Les Occidentaux exigent une levée graduelle en échange d'une vérification et
veulent pouvoir réimposer des sanctions si les Américains ne tiennent pas, si les Iraniens ne tiennent pas leurs engagements. Mais visiblement, sur ce point, les Iraniens restent intransigeants. Sur le reste, on avance un petit peu sur certains points, le nombre d'années sur lesquelles on sera sous surveillance ou sur le taux d'enrichissement de l'uranium. Mais les problèmes de recherche concernant, les futures recherches concernant des centrifugeuses plus sophistiquées que celles dont disposent les Iraniens aujourd'hui, ça pose aussi problème. Donc vous le voyez, la nuit persane va être longue à Lausanne et on n'est pas sorti d'affaire. Alors, Ramin Parham, justement, vous qui pouvez peut-être nous éclairer sur la façon avec laquelle les Iraniens négocient. Parce qu'on a du mal à comprendre finalement pourquoi ils ne rassurent pas tout le monde en disant et en accédant clairement au fait qu'ils ne veulent pas un nucléaire militaire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mystérieux, c'est vrai. Pourquoi, à votre avis, l'Iran joue cette espèce de mystère et de double jeu? Écoutez, si j'ai bien compris votre question, le double jeu iranien, c'est du régime iranien, dure maintenant depuis des années. Il n'y a là rien de nouveau. N'oublions pas que ces négociations, ces discussions ont commencé il y a une dizaine d'années à la suite de révélations faites sur une activité nucléaire iranienne clandestine. C'est-à-dire, c'était à la suite de ces révélations qu'il y a eu des discussions. Sinon, il n'y aurait même pas eu de discussion. Les activités clandestines auraient continué et auraient abouti à l'objectif final qui ne peut être que militaire. D'où la clandestinité de la chose. Mais le double jeu, vous parlez d'un double jeu iranien. Le régime iranien gagne en s'affichant avec les grandes puissances mondiales devant les caméras du monde entier depuis des années. Il gagne, pourquoi? Parce qu'il s'affiche en tant que grande puissance. Il s'affiche en tant qu'interlocuteur de ce côté-ci de la table avec les 5 grandes puissances de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez de mieux comme propagande pour un régime tel que le régime iranien? Il s'affiche en tant que membre du club très restreint des grandes puissances mondiales. Ensuite, il gagne en temps. Je ne vois même pas de quoi ils peuvent discuter de substantiel à Lausanne, ni à quoi ils peuvent parvenir ce soir à minuit de substantiel, parce que pour ce qui est de la substance de ces discussions, le projet atomique militaire du régime iranien, c'est un investissement stratégique qui dure maintenant depuis plus de 20 ans, et qui, selon les évaluations de l'hebdomadaire londonien The Economist, a coûté le bagatelle de 300 milliards de dollars au régime iranien, au pays, à l'Iran. Comment voulez-vous qu'il recule après avoir fait un tel investissement stratégique? Donc il gagne parce qu'il s'affiche avec les grandes puissances et il n'y a sur le fond, sur la substance de la chose, rien à céder parce que c'est un projet stratégique pour ce régime. Alors, Freddy Ethan, c'est vrai qu'on a l'impression ce soir finalement qu'on perd du temps dans ces négociations parce que rien n'a l'air de bouger. Écoutez, c'est le théâtre de l'absurde et on vient de le mentionner. Il y a une seule délégation iranienne et il y a plusieurs délégations de toute la planète. Donc on négocie avec un régime des ayatollahs, un régime religieux, islamique, qui souhaite faire flotter l'étendard chiite dans toute la région, qui veut déstabiliser la région. Il ne s'agit pas seulement du projet nucléaire. Et ça, il faut le dire. L'Iran est un État terroriste. L'Iran exporte une révolution islamique. L'Iran essaye par tous les moyens de déstabiliser des régimes arabes, modérés, sunnites. L'Iran s'aligne au Hezbollah, au Hamas. L'Iran aussi exporte son terrorisme, non seulement dans la région du Proche-Orient, mais aussi au-delà. On l'a vu en Argentine, au Paraguay, dans tous les pays. Donc l'Iran aussi possède des missiles balistiques, avec des ogives chimiques et peut-être demain nucléaires. Donc il est clair qu'il s'agit d'un ensemble, donc d'une puissance, c'est vrai, régionale, qui veut s'imposer en tant qu'hégémonie régionale face peut-être à la Turquie ou face à Israël, mais l'Iran aussi demeure intransigeante concernant le projet nucléaire, parce que c'est la fierté des Iraniens. Et il n'y a pas droite et gauche en Iran.
le peuple iranien est fier. Il n'est pas opposé au projet nucléaire, puisque l'Iran, effectivement, revient sur la scène internationale, arrive à entrer, c'est vrai, dans ce club très restreint des pays qui posséderont demain la bombe atomique, et donc l'Iran se trouve en position de force. Et quand l'Iran joue, non seulement triche le long de tout le parcours, depuis qu'on a négocié, en cachette d'ailleurs, les Américains ont commencé en 2003, je vous rappelle, de négocier. Donc il y a là une situation que pour Israël, non seulement ça sera sans doute un mauvais accord, mais pour Israël, c'est une question existentielle. Et que là, nous devons contrecarrer toute tentative. Et on espère que les Français, Laurent Fabius parle il préfère un accord robuste. Dans ces conditions, on se profile vers un accord qui sera mauvais et non robuste du tout. Christian Mallard, qu'est-ce qui peut être fait justement pour sauver la face à l'issue de tant d'énergie déployée pour arriver à un accord? Comment on va arriver à sauver la face côté occidental? On va dire, ça va être la phrase éternelle qu'on répète chaque fois, c'est-à-dire que nous sommes convenus de nous revoir, nous avons encore 3 mois jusqu'au 30 juin pour essayer de négocier un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons avancé. Je ne pense pas qu'on nous donnera des précisions, je ne pense pas qu'il y aura une feuille officielle avec une feuille de route qui va nous dire voilà le point sur lesquels on doit avancer. Nous, on le sait parce qu'il y a quand même on arrive à avoir quelques informations qui filtrent par la délégation de M. Fabius qui joue le jeu avec les journalistes et qui nous donne un certain nombre d'informations. Mais ce que disait Freddy Ethan à l'instant est juste. Je crois que Laurent Fabius, au fond de lui-même, doute que l'on parvienne à un accord robuste, comme il l'a demandé, et vérifiable. Parce que de toute façon, depuis des années, les Iraniens sont en train de nous duper. Ils nous dupent. On l'a dit maintes fois sur l'antenne de I24 News. Ils trichent, ils manipulent, ils sont très forts, ils peuvent tenir 4 langages à la fois. Et en même temps, on a quand même les témoignages des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ont toujours dit qu'ils travaillaient dans des conditions difficiles où ils ne pouvaient rien vérifier. Donc je comprends aujourd'hui pourquoi quand on dit aux Iraniens, quand on leur dit il faut qu'on puisse vérifier, on lèvera les sanctions de façon graduelle. Si vous jouez le jeu, sinon on va les réimposer même si on les lève et qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont tout à cacher et on sait ce qu'ils veulent, on sait qu'ils veulent la bombe nucléaire, ce qu'a dit Ramin tout à l'heure, ce que dit Freddy Ethan et ce que je dis moi-même. Ramin Parham, justement, alors parce que finalement, imaginons que l'Iran soit tout prêt et qu'il soit trop tard pour l'empêcher de se posséder cette arme nucléaire. Est-ce qu'à votre avis, c'est un régime qui pourrait s'en servir? Parce que ça, c'est une chose de posséder l'arme nucléaire, c'en est une autre de s'en servir. Alors, s'il s'agit de savoir si le régime iranien va utiliser la bombe atomique ou non, le jour où il le possédera, j'espère que ça sera pas, qu'on ne verra pas ce jour-là, parce que ça serait vraiment catastrophique pour l'état de la région et l'état du monde tel que nous le connaissons. Mais dans cette hypothèse-là, vous savez aussi bien que moi qu'une arme atomique s'utilise en ne s'utilisant pas. Une arme atomique, c'est une arme de dissuasion. Une arme atomique, c'est une arme qui signifie « Attention, voici ma ligne rouge, ne dépassez pas cette ligne, je suis en possession de l'arme atomique, je peux en faire usage ». Et à partir de ce moment-là, le régime iranien en possession de l'arme atomique pourrait devenir extrêmement plus dangereux. Imaginez la région telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec les agissements du régime tel que nous l'observons aujourd'hui, imaginez cette région, ce régime, en possession demain de l'arme atomique. À quoi ça va ressembler? À quoi ça va ressembler une milice chiite au Yémen, des milices chiites au Liban, des milices chiites au Levant? À quoi va ressembler le Hamas demain à Gaza et en Cisjordanie, tout en sachant que leur parrain iranien est en possession de la bombe atomique? À quoi va ressembler la région? C'est ça qu'ils recherchent. Ils recherchent à sécuriser la survie du régime et ils cherchent à sécuriser l'axe chiite, l'axe islamiste qu'ils sont en train de créer du Levant jusqu'aux péninsules arabiques. Freddy Ethan, c'est vrai que l'opinion internationale mondiale n'a pas l'air peut-être de mesurer, autant qu'on ne le fait peut-être ici, en Israël ou au Moyen-Orient, le danger que cela représente. Oui, non, mais quand même, il faut dire que la presse française a reflété un peu nos inquiétudes.
Et je crois que, évidemment, la presse britannique, la presse américaine en parle beaucoup, surtout après le discours, le fameux discours de Netanyahou devant le Congrès américain. Ce qu'on disait tout à l'heure concernant la dissuasion. Vous savez, pendant la guerre froide, il y a eu deux grandes puissances, l'Union soviétique et l'Amérique. Et les États-Unis, ni les États-Unis, ni l'Union soviétique ont menacé donc de détruire une des puissances. L'Union soviétique n'a jamais déclaré la destruction de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, il y a un régime qui demain aura sa propre bombe atomique, peut-être plusieurs bombes atomiques. Ça fait froid dans le dos, pour dire non seulement ne reconnaissons pas la Shoah, c'est-à-dire l'Holocauste des Juifs, nous nions, c'est la négation totale de la Shoah, mais aussi demain, nous sommes capables, aujourd'hui par le terrorisme, par le biais du Hezbollah ou du Hamas ou d'autres milices chiites, mais demain, nous aurons la bombe atomique. C'est un atout considérable sur le plan stratégique dans toute la région. Ça change complètement la donne géopolitique de la région. Parce que non seulement on avance des pions, et ils sont très orfèvres en la matière, et puisqu'ils ont créé, si vous voulez, le jeu d'échecs, et ils le font merveilleusement, il faut le reconnaître aussi. Ils savent négocier, ils savent marchander. C'est un bazar iranien, on le sait, on le voit, on l'aperçoit. Mais ils avancent leurs pions, ils avancent d'une façon assez habilement, d'une façon assez sophistiqués, leurs pions, leurs satellites, et puis ils savent que les gardiens de la révolution sont là. Et le fameux général Soleimani, qui est, vous le savez, le dirigeant, le chef tout-puissant de la brigade qu'on appelle El-Quds, et qui est au sein même des gardiens de la révolution, sont là. Et le régime, il ne faut pas l'oublier. Si Rouhani ou Sharif sourit, c'est la face. Mais derrière, il y a les gardiens de la révolution, il y a une bataille interne au sein même du régime iranien. Et quand Obama, si naïvement, dit « Ah oui, peut-être le régime va changer » et tout ça, il est là, il est stable. Depuis 1979, je vous rappelle, depuis le fameux voyage, depuis Neuf-le-Château de Khomeini par un avion Air France et qui a débarqué à Téhéran. Donc il y a là une sorte, je crois, non seulement que les masques sont tombés depuis longtemps, mais hélas, la politique aujourd'hui américaine, sur tous les plans, sur tous les fronts, ça a commencé en Afghanistan, ça a continué en Syrie, c'est poursuivi en Libye, ça continue aujourd'hui en Irak, et deux anciens chefs de la CIA, deux anciens, Wesley, d'une part, et le général Petraeus, qui était pendant 1 année et demie, mais il était chef des troupes américaines à la fois en Afghanistan et aussi en Irak, qui dit qu'Obama se trompe. Et effectivement, la menace n'est pas Daesh, n'est pas l'organisation de l'État islamique, mais c'est effectivement l'Iran et les milices iraniennes. Et je vais vous dire une chose. Il y a, au mois de décembre dernier, ce qu'on appelle la fête de la Shoura. C'est la fête des chiites, il y a un pèlerinage dans les villes saintes d'Irak. Il y a eu 1 million de personnes iraniennes qui ont traversé la frontière. Ils n'ont pas présenté de passeport. Et on ne sait pas aujourd'hui qui est resté dans ce pays, dans l'Irak, ou qui est reparti. Donc on voit effectivement comment l'Iran avance ses pions, avance d'une manière aussi sophistiquée par une stratégie claire, que je regrette que les Occidentaux sont ou soit naïfs, soit ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Christian Mallard, c'est vrai que les Américains ont l'air de sous-estimer les conséquences finalement d'un Iran nucléaire au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et puis mise peut-être sur une chute du régime qui ne saute pas aux yeux. Non, mais ça corrobore tout à fait ce que disait à l'instant Freddy Ethan. C'est pour ça que j'appelle M. Obama Carter II.
parce qu'on a vu ce qu'a fait Carter en jouant la carte de Khomeini quand on a renversé le Shah et après ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Freddy Ethan citait le général Petraeus qui dit en effet que la puissance tentaculaire de l'extension de l'Iran dans tous ces pays qu'il a mentionnés est beaucoup plus dangereuse que l'État islamique, c'est vrai, et que Obama, on ne comprend pas le jeu d'Obama qui fait le grand écart. Le grand écart en soutenant les Irakiens et en jouant le jeu avec les Irakiens contre Daesh, contre l'État islamique en Irak, et qui dans le même temps soutient les Saoudiens, les sunnites qui luttent contre les Houthis, les milices chiites qui sont au Yémen et qui sont soutenus, qui sont inféodés à l'Iran et soutenus sur le terrain par le Hezbollah. Donc il faut savoir si M. Obama comprend bien le Moyen-Orient, sait faire la différence entre les chiites et les sunnites, même si des pays comme l'Arabie saoudite ont joué un jeu très particulier dans le passé, dont on a payé le prix aussi. Je crois qu'on a un vrai problème avec l'administration américaine qui est en train de se fourvoyer une fois de plus. Et donc, pour moi, Obama, c'est Carter 2. Un dernier mot avec vous, Ramin Parham, parce que c'est un peu le titre de votre ouvrage et le sujet. Comment on en arrive à une telle haine aujourd'hui de l'Iran à Israël, envers Israël, alors qu'on sait qu'évidemment ce ne sont pas des voisins géographiques immédiats? Oui, alors avant de répondre à ça, je voudrais juste relever 2 points qui ont été dits par votre invité Freddy Ethan, avec qui je suis entièrement d'accord sur l'analyse géopolitique globale, mais 2 points qui étaient liés spécifiquement à l'Iran. Le premier étant que les Iraniens, l'Iran c'est 80 millions d'habitants, les Iraniens sont fiers de ce projet atomique et du régime islamique. Le deuxième point, que ce régime est stable. Sur ces 2 points précis, je suis en désaccord total avec notre ami, votre invité Freddy Ethan. Dire que les Iraniens, les 80 millions d'Iraniens sont d'accord avec ce projet atomique du régime des ayatollahs, il faut avoir des données solides pour pouvoir affirmer une telle chose. Par exemple des sondages ou une étude menée en Iran. Or, l'Iran est un pays où les utilisateurs de Facebook ou les blogueurs ne sont pas en sécurité. Comment pouvez-vous affirmer une telle chose? Deuxième chose, ce régime est stable, dit Freddy Ethan. Je ne suis pas d'accord non plus. Il y a plusieurs éléments importants qui me permettent d'affirmer l'exact contraire. Ce régime est très loin d'être stable. Ce régime souffre d'un échec total sur le plan économique, échec total sur le plan de la légitimité idéologique et politique. N'oubliez pas que 2009, il y avait des millions de personnes dans les rues à Téhéran et ailleurs, et que tout ça, ça a commencé en Iran, et que le guide suprême est plus que souffrant. Il est en phase finale de son cancer de la prostate, et que en son absence qui ne saurait tarder parce qu'il est en phase finale, le régime va connaître une crise majeure de succession. Donc ce régime est tout sauf stable. Pour ce qui est de votre question, c'est-à-dire cette haine vis-à-vis d'Israël, je vous rappelle qu'avant la révolution, avant l'arrivée au pouvoir de cette secte, parce que c'est une secte qui est au pouvoir en Iran, il ne faut pas l'oublier, hein. L'Iran est un pays très divers. Avant, l'Iran et Israël avaient de solides relations économiques, militaires et sécuritaires. Et donc, c'est l'arrivée de cette secte qui a tout changé. Or, la haine d'Israël, qui n'est pas seulement une haine d'Israël en tant qu'État, ça va plus que ça. Il y a des relents antisémites très forts dans les écrits de ces gens. Et c'est quelque chose qui est propre à cette secte et qu'on ne peut absolument pas généraliser cette haine à l'ensemble de la population iranienne. Il serait totalement faux et abusif de dire une chose pareille. Donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN de cette secte qui est arrivée au pouvoir. Et là, je rejoins tout à fait l'analyse de Freddy Ethan, c'est-à-dire il faut revenir à Khomeini et à ce qu'on appelait alors le village révolutionnaire qui était à Paris, dans les Yvelines. Tout a commencé ici. Merci beaucoup Ramin Parham, merci d'avoir été en direct depuis notre studio à Paris avec Christian Mallard. Merci à tous les deux. Quelques secondes, vous vouliez répondre très vite?
Oui, je peux comprendre, si vous voulez, il parle d'une manière iranienne sur le plan intérieur et tout cela, mais je précise et je continue à dire, quand je dis stable, il est là depuis 1979, je sais, et on connaît parfaitement les rouages donc, de ce régime, et quand on parle de stabilité, c'est-à-dire qu'il existe encore, et dans ce sens-là, je veux dire qu'il est stable. Merci Freddy Ethan également. On continue cette édition spéciale et on s'intéressera de plus près à ce qui s'est passé à la Knesset aujourd'hui, en lien avec l'Iran, forcément avec le discours de Netanyahou, mais donc l'intronisation des 120 nouveaux députés de la Knesset. On se retrouve dans un instant après la pause. Перспективы у этого раунда переговоров неплохие, я бы даже сказал, хорошие. Шансы велики. Они, наверное, не стопроцентные, никогда не бывает стопроцентной уверенности. هیچ راهی برای دنیا وجود نداره جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران و این راه مذاکره به توافق نهایی منجر خواهد شد امروز یا فردا. האיום הגדול ביותר על ביטחוננו ועל עתידנו היה ונשאר ניסיונה של איראן להתחמש בנשק גרעיני. ההסכם המתגבש בלוזאן סולל את הדרך לתוצאה זו. On continue à parler bien sûr de l'Iran, de ce dossier du nucléaire qui avance à très petits pas, lentement, comme le disait l'un des négociateurs iraniens d'ailleurs ce soir à Lausanne, où vraisemblablement il va falloir aller au-delà de la date butoir du 31 mars pour tenter de parvenir à un accord. Les négociations vont se poursuivre en tout cas une partie de la nuit. On continue d'en parler, mais on va également s'intéresser à ce qui était l'événement politique du jour. Eh bien, l'entrée en vigueur de la nouvelle Knesset, celle qui sort des élections du 17 mars dernier en Israël, des 120 députés élus qui ont été aujourd'hui invités à prêter serment. On va en parler avec vous, Mireille Rossmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste donc en relations internationales. Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales également donc sur ce plateau. Et Dror Even-Sapir, notre analyste politique. Bonsoir Dror. Bonsoir. Vous étiez d'ailleurs à la Knesset pour suivre cette cérémonie de très près aujourd'hui. On y revient en images avec Maxime Pérez. La 20e Knesset n'a pas encore commencé ses travaux, mais ce mardi, ces 120 députés ont été intronisés. 120, donc 40 nouveaux élus et près de 29 femmes, soit un quart de l'Assemblée. Chacun a prêté serment à tour de rôle, puis le député travailliste Amir Peretz a pris la parole. Le temps de quelques dizaines de minutes, il eut le privilège de diriger la Knesset et cette séance très protocolaire. L'occasion d'interpeller le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Il vous revient de puiser dans toutes vos ressources pour que le monde occidental, et en priorité les États-Unis, se tiennent à nos côtés avec force et détermination, comme ils l'ont fait ces dernières années. Et face à l'axe Lausanne, Iran, Yémen, il vous revient de bâtir l'axe Riyad, Amman, Ramallah, Le Caire. Après avoir entonné l'hymne israélien dans l'hémicycle, les députés de la Knesset se sont retrouvés dans la salle Chagall en présence du président de l'État, Reuven Rivlin. Pour inaugurer son 4e mandat comme Premier ministre, Benjamin Netanyahou a prononcé un discours attendu. Au moment où les négociations doivent rendre leur verdict à Lausanne, il a de nouveau insisté sur la menace nucléaire iranienne. Ce que je dis ici, de nombreux pays de la région l'approuvent. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais d'une grande partie d'entre eux. Ces pays comprennent la menace iranienne et voient à leur porte d'autres menaces provenant de l'islam radical. La cérémonie d'investiture de la 20e Knesset s'est achevée en musique et par un toast donné par son président Yuli Edelstein. Le Parlement israélien reprendra ses travaux dès la formation du nouveau gouvernement.
Déjà, ses premières séances s'annoncent agitées. Un projet de loi porté par le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beiteinu, vise à imposer la peine capitale aux terroristes. Voilà donc pour ce résumé de cette cérémonie qui a été bien plus longue évidemment dans Evan Sapir. On parle de quoi d'ailleurs dans une cérémonie telle que celle-là? On parle politique déjà ou on parle dossiers internationaux comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Iran? On parle des deux, mais ça a été le cas de Benyamin Netanyahou qui, dans son discours dans la salle des vitraux Chagall devant les 120 députés de la Knesset, eh bien, il a évoqué à la fois les questions politiques. Il a dit que son gouvernement était ouvert en fait à tous les partis, qu'il a invité tous les partis politiques représentés au Parlement à le rejoindre pour cette nouvelle coalition. Bon, on verra dans quelle mesure cette invitation sera suivie des faits. On ne sait pas encore si on se dirige vers un gouvernement restreint ou vers un gouvernement d'union. Et d'ailleurs, beaucoup de députés donc, ne savaient pas s'ils allaient siéger finalement dans les rangs de l'opposition ou dans ceux de la majorité. Il y a encore une incertitude là-dessus qui est très grande et Netanyahou dispose encore de plusieurs semaines pour constituer son 4e gouvernement. Et dans son discours, Netanyahou a également parlé des questions sociales qui ont été on s'en souvient, centrales dans la campagne électorale. Il s'est engagé à faire en sorte que le coût de la vie, que le coût du logement baisse au cours de cette nouvelle législature. Et puis, bien évidemment, on l'a vu, il a parlé des questions internationales, de la question de l'Iran, bien évidemment, avec l'accord qui est en train d'être négocié à Lausanne. Et il a réaffirmé son credo en disant notamment que, d'après les termes de l'accord qui pourrait être conclu à Lausanne, eh bien, si cet accord est signé, selon Netanyahou, l'Iran pourrait devenir, en l'espace d'un an, peut-être même moins, une puissance nucléaire. Et il faut éviter à tout prix cette échéance. Alors justement, ça a été aussi au centre de la campagne qui vient de s'achever. Est-ce que ce qui est en train de se passer à Lausanne, cette situation qui ressemble quand même à un blocage, ou en tout cas à un passage très difficile, montre que Netanyahou a raison là-dessus, Mireille Haussmann? Est-ce que vous lui donnez raison depuis le début? Est-ce que c'est lui qui a raison de crier que l'Iran est en train de berner tout le monde? Je pense qu'il a relevé ce problème et il a raison avec ce problème. Le problème est comment il a traité pendant le temps, parce que comme on crie au loup et finalement le loup arrive quand on ne le croit plus. Oui, je pense que c'est très important. Même dans l'autre partie de l'Union sioniste, on a parlé de dossiers iraniens. Même on a vu la France, Laurent Fabius, avec les questions qui se posent et qui étaient encore contre l'accord s'il n'y aura pas 3 points essentiels. C'est un dossier très important. On l'a vu déjà, c'est un dossier qui traîne depuis quelques années. On a vu déjà l'année dernière, quand le président François Hollande était en Israël, on avait encore les mêmes négociations et sur le dossier iranien, Israël et d'autres pays est sur la même longueur de l'onde. Pas avec peut-être l'administration des États-Unis et le président Obama, mais il y a le Congrès aussi. Et John Kerry veut arriver à tout prix à un accord ce soir pour ne pas retourner aux États-Unis, avoir le Congrès qui peut passer de lois, des sanctions. Il y a beaucoup de paramètres dans ce jeu. Et même là, on vient d'attendre que c'est plus le deadline à minuit ce soir. Ils vont essayer toute la nuit de trouver quelque chose. On a le sentiment qu'on tire de tous les côtés pour arriver à quelque chose à tout prix, mais qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de choses qui ne sont pas encore acceptées ou accordées. Emmanuel Navon? Je pense que vous avez dit le mot est à tout prix. Et là, le problème de ces négociations, c'est que du côté de l'administration Obama veut un accord à tout prix. Et ça, les Iraniens le comprennent. En dépit du fait que, et ça c'est ce qu'avait dit également Netanyahou dans son discours au Congrès, en dépit du fait que dans cette négociation, la puissance qui est en position de force, ce sont les États-Unis. Mais les États-Unis se comportent comme en position de faiblesse parce que Obama veut d'un accord à tout prix. Cela, les Iraniens le comprennent et cela influence la psychologie des négociations. Dernier point, la raison pour laquelle ces négociations sont si difficiles et ne cessent de traîner, que les deadlines ne cessent d'être repoussés, c'est la preuve ultime que le programme nucléaire iranien est militaire. S'il n'était pas militaire, il n'y aurait pas une telle difficulté dans les négociations. Et la raison pour laquelle ils ne cessent de pousser et de pousser et de pousser, c'est qu'ils veulent absolument avoir un accord qui ne sera pas vérifiable, qui leur permettra d'arriver à la bombe en moins d'1 an sans que les États-Unis puissent les arrêter, mais surtout lever les sanctions immédiatement. C'est cela qui, bien entendu, est inacceptable. C'est cela que les Iraniens veulent et c'est cela qui, malheureusement, le président Obama semble être sur le point d'accepter. On se demande toujours ce que fera Israël, effectivement, si un accord est signé ou s'il y a un blocage et que l'Iran persiste là-dedans. Est-ce qu'on a des pistes aujourd'hui? Est-ce que Netanyahou a autre chose dans son sac aujourd'hui? Déjà, il y a un problème de calendrier, un problème de timing, parce que effectivement les deadlines sont repoussés sans cesse, mais on sent quand même qu'on s'approche du moment de vérité et qu'on s'approche plutôt de la signature d'un accord que
que d'une crise des négociations. Et là, Benjamin Netanyahou dispose de plusieurs semaines pour former son nouveau gouvernement. Et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de concordance entre ces deux calendriers, que l'urgence peut-être aurait voulu qu'un gouvernement, que le nouveau gouvernement Netanyahou puisse se constituer dans les plus brefs délais pour que, il y ait une voix claire qui vienne d'Israël et qui soit en mesure de peser sur ce qui est en train de se passer à Lausanne. Mais visiblement, les négociations sur le nucléaire iranien vont se conclure avant que le nouveau gouvernement israélien soit constitué et mis en place. Et on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure ce qui est en train de se passer entre l'Iran et la communauté internationale va influencer sur les négociations sur la formation du nouveau gouvernement. Parce que lorsque j'ai parlé tout à l'heure avec plusieurs députés à la Knesset, et je leur ai demandé, on the record, off the record, s'ils pensaient qu'un gouvernement d'union nationale était un scénario envisageable, voire même probable, j'ai obtenu des réponses qui allaient un petit peu dans tous les sens, en fait. Et encore une fois, peut-être que Benjamin Netanyahou veut effectivement gouverner avec son opposition, à savoir l'Union sioniste, le centre-gauche, pour pouvoir peser, s'il est encore temps de le faire, s'il est encore possible de le faire, d'une manière un petit peu plus efficace, pour avoir une oreille un petit peu plus attentive de la part des pays occidentaux, des pays européens et des États-Unis. Peut-être que il est tout à fait dans son intérêt, peut-être aussi dans l'intérêt d'Israël, et c'est en tout cas ce que pensent et ce que disent en coulisses certains députés, même de l'opposition, qu'il y ait un gouvernement d'union, de manière à ce que Benjamin Netanyahou soit, et ce qu'il dit contre le nucléaire iranien, soit mieux accepté par la communauté internationale. Ouais. C'est un scénario possible ou pas ? Je veux dire plusieurs choses. D'abord, M. Herzog a dit cet après-midi, clairement, fermement, il a fait une déclaration, il a dit il va vers l'opposition et pas vers un gouvernement d'union nationale. Mais on dit don't say never, never. Ouais. En plus, Shali Yakhimovitch, pareil. On a dit aujourd'hui... Elle a dit pareil, on lui a posé la même question et elle a dit on n'a pas les mêmes points de vue avec le gouvernement et il n'y a pas une telle proposition sur la table et on n'y va pas. Je suis d'accord avec Dror. Du côté peut-être pour l'État d'Israël, si on pense à l'État d'Israël, ça aurait été très bien d'avoir un gouvernement de l'Union. Mais ça aurait été le cas s'il y avait les mêmes mandats que reçus les deux côtés. Et là, on aurait une autre situation. Dans la situation actuelle, on va vers un gouvernement droite assez droite et serré. Et c'est vrai, s'il y avait d'autres éléments, peut-être le monde aurait compris autrement. Mais il faut voir... Les négociations en Iran, en fait, il y a un tableau, il y a plein de pays qui ne courent pas à signer parce qu'ils veulent telle chose qu'on n'arrive pas à avoir. Il y a tous les pays, il y a récemment, il y a 2-3 jours, il y a fait tous les pays arabes, en Sharm el-Sheikh, qu'il y a beaucoup de pays de la région qui sont plutôt de côté d'Israël. On a ce qui se passe maintenant au Yémen avec la bagarre, les combats en Yémen entre ceux que l'Iran soutient et ceux que l'Arabie Saoudite et Égypte et autres coalitions soutiennent. C'est très hallucinant de voir d'un côté Iran, elle n'influence pas que le Yémen. Je pense que c'est un ministre de la Turquie ou autre qui a dit qu'elle veut régner sur la région entière. Et en fait, l'Iran, elle est derrière tout. Elle est sur les frontières en Syrie, au Liban, dans tout le monde. Et comme j'ai l'impression qu'on ne voit pas ça, on ne met pas les liens entre tout ça. D'un côté, à Lausanne, tout le monde court à un accord, bien sûr, parce que M. Obama, il veut un accord à tout prix. Et de l'autre côté, le même Iran tire le ficelle dans tous les autres pays. Manuel Navon, Union nationale ou pas, pour contrer justement cette hégémonie de l'Iran, cette menace iranienne? Vous savez, un éventuel gouvernement d'union entre le Parti travailliste et le Likoud, c'est pas ça qui va arrêter l'hégémonie iranienne au Proche-Orient. Soyons réalistes. Si Israël avait la capacité d'arrêter l'influence iranienne au Proche-Orient par le biais d'une union nationale, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Maintenant, en ce qui concerne les différents scénarios de coalition, vous l'avez dit, never say never. En politique, il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et les déclarations des hommes politiques, en général, sont plus une indication du contraire que de ce qu'ils disent. Ça aussi, c'est une donne fixe de la politique. Mais il faut bien comprendre que le scénario, la première fois qu'il y a eu un tel scénario en Israël d'union nationale en 1984, c'est parce que le Parti travailliste et le Likoud, à l'époque, étaient arrivés à égalité et qu'il n'y avait pas de possibilité véritablement de former d'autres coalitions. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a très clairement une coalition
de 67 députés autour du Likoud et des partis satellites. Donc théoriquement, le Premier ministre n'a pas besoin d'un gouvernement d'union nationale. Alors, il n'est pas impossible qu'il le souhaite cependant. Et qu'il propose les affaires étrangères à Yitzhak Herzog et d'autres portefeuilles pour faire face aux pressions internationales qui vont arriver sans aucun doute. Mais encore une fois, on ne peut pas savoir. C'est une possibilité, mais même un gouvernement d'union nationale ne sera pas plus à même, à mon sens, de faire face aux défis stratégiques d'Israël. Alors, on continue d'en parler évidemment avec vous. À l'instant, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères à Lausanne, déclare qu'il va certainement y passer la nuit. Je crains qu'on y passe la nuit d'ailleurs, parce que c'est pas de gaieté de cœur, évidemment. Alors, parmi les options évidemment retenues en cas d'échec, c'était celle de durcir les sanctions économiques sur l'Iran. L'Iran qui subit déjà l'effet de ces sanctions économiques, qui le frappe depuis plus d'une dizaine d'années. Comment cela se répercute-t-il justement sur le fonctionnement de l'économie et notamment de la stratégie militaire de l'Iran? Explication Mathias Silbar. Un marché de 80 millions de personnes, troisième producteur de pétrole au monde, et des relations étroites avec les plus grandes puissances comme la Chine et la Russie et des États émergents comme l'Inde et le Brésil. Alors pourquoi l'Iran connaît un tel marasme économique? Certains y verront les effets des sanctions imposées par la communauté internationale, d'autres y pointeront du doigt plutôt les fardeaux de l'économie iranienne et surtout ce pourquoi l'Iran, une fois ces mêmes sanctions levées, inquiète les Occidentaux. Premier fardeau, les dépenses de son programme balistique. Si des milliers de Fajr sont fournis au Hezbollah libanais et au Hamas palestinien, d'autres accords faramineux peuvent inquiéter. En 2009, la Corée du Nord vend au Pasdaran sa technologie de missiles intercontinentaux. Coût pour l'Iran, 11 milliards de dollars. Deuxième fardeau, le budget consacré à l'appareil militaire. Il devrait s'élever à 20,7 milliards de dollars, ce qui représente 23,3% du budget de l'État. Devrait, parce que l'interventionnisme iranien en Syrie aurait déjà coûté au régime de Mollah 17 milliards de dollars. Un budget d'1,5 milliard de dollars serait alloué chaque mois au combat contre les djihadistes et autres rebelles syriens. À cela, il faut ajouter le soutien financier au Hamas de l'ordre d'1 milliard de dollars et les quelques 30 milliards de dollars au Hezbollah au cours des 30 dernières années. Troisième fardeau, le coût de son programme nucléaire. Officiellement, il s'élève à 207 millions de dollars. Selon la plupart des experts, le volet militaire de ce programme controversé serait pourtant évalué à plus de 100 milliards de dollars. Une stratégie agressive qui plombe l'économie iranienne. Avec la levée partielle des sanctions, cela lui donnerait au contraire un poids supplémentaire pour renforcer sa puissance. Alors voilà, renforcer les sanctions économiques, c'était une des options demandées par Netanyahou au Congrès américain notamment. Ce serait une solution à votre avis ? S'il n'y a pas d'accord, si on voit que les Iraniens sont de mauvaise foi? C'est une des points sur lesquels il y a tellement de divergences. Maintenant, on le voit parce qu'en fait, la France, l'Allemagne, d'autres pays ont dit on n'enlève pas les sanctions, toutes les sanctions tout de suite, on va le faire dans des périodes graduées, etc. Et en même temps, il y a encore, est-ce qu'on attend 10 ans, 15 ans? Alors c'est exactement le point sur lequel, et je reviens à ce que je dis tout à l'heure quand je commençais à parler, comme le président Obama et John Kerry veulent un accord à tout prix, c'est aussi pour éviter que John Kerry rentre aux États-Unis sans un accord maintenant, et là il permet au Congrès de passer tout ce qu'ils n'ont pas passé jusqu'à maintenant. Cela veut dire la loi pour amener un accord au Congrès qu'il accepte l'accord, qu'il vote l'accord, après qu'il y aura des sanctions du côté du Congrès, et c'est évident que si, là, vous dites que M. Fabius a dit qu'ils vont passer la nuit, on a dit jusqu'à minuit ce soir, après c'est jusqu'à demain matin, après je ne sais pas quand, et aujourd'hui j'ai déjà attendu, il y a différentes, on voulait avoir un accord, même un accord pas final, mais là on laisse l'interprétation à chacun qu'on veut, et pour les Iraniens, c'est juin-juillet où ils ne l'accordent pas maintenant, mais ça ne va rien changer. On aura le même problème, la même divergence, les mêmes points qu'on n'a pas résolus. Et franchement, entre maintenant et demain matin, s'ils n'ont pas arrivé à résoudre ces points essentiels jusqu'à présent, il y a tellement de divergences entre les dirigeants de différents partis de l'Europe et d'autres, je ne vois pas comment ils sont assez loin à mes yeux. Parce que l'Iran veut qu'on enlève les sanctions, il n'y aura pas des observations, ils peuvent avoir l'arme nucléaire dans une année, et bien sûr que l'autre on comprenne. Et on a vu déjà, il y a M. Fabius et autres qui ont dit, on ne peut pas croire l'Iranien, parce qu'ils ont déjà joué ce jeu plusieurs fois.
Alors, avant de continuer, on va retourner à la Knesset à Jérusalem, retrouver Daniel Haïk, qui a donc suivi cette cérémonie déjà aujourd'hui et qui est ce soir donc avec ce nouveau Parlement, 120 députés. On ne se met pas au travail, évidemment, pour l'instant, Daniel Haïk, parce que les députés sont là, mais il n'y a pas de gouvernement encore, il n'y a pas de nouveau gouvernement. Jean-Charles, je ne vous ai pas très bien entendu, mais je pense que vous me posiez une question concernant la formation du gouvernement. Effectivement, la Knesset s'est réunie, la 20e Knesset s'est donc réunie solennellement aujourd'hui, mais les tractations pour la formation de ce gouvernement de Binyamin Netanyahou se poursuivent. D'ailleurs, dans son discours dans la salle de réception de la Knesset, le Premier ministre a affirmé que sa porte était ouverte à l'ensemble des formations de l'échiquier politique israélien. Cela peut sous-entendre que le Premier ministre ne serait pas opposé à voir des partis comme l'Union sioniste ou même comme Yair Lapid, le parti de Yesh Atid, de venir rejoindre sa coalition gouvernementale. Il faut préciser que si pour une partie des partenaires, des futurs partenaires naturels entre guillemets de Binyamin Netanyahou, c'est-à-dire les partis orthodoxes comme le judaïsme unifié de la Torah ou alors le parti Chasse, eh bien il semble que les négociations vont bon train et qu'elles devraient aboutir dans les prochains jours, ou peut-être après la fête de Pessah. Eh bien, il y a plusieurs difficultés, en particulier avec le parti de Naftali Bennett, le foyer juif. Ce n'est pas nouveau. Déjà en 2013, Binyamin Netanyahou avait rendu la vie difficile à Naftali Bennett et il l'avait indirectement contraint à conclure une alliance avec Yesh Atid pour s'imposer à l'intérieur de ce gouvernement. Et là, Binyamin Netanyahou fait un peu les gros bras avec Naftali Bennett. Il essaye de faire redescendre les enchères que Naftali Bennett a fait augmenter au cours des derniers jours en exigeant par exemple le portefeuille de la défense ou celui des affaires étrangères. Il essaye de faire baisser les exigences de Naftali Bennett en sous-entendant qu'il pourrait faire entrer dans la coalition gouvernementale l'Union sioniste ou le parti de Yair Lapid afin de former un gouvernement qui serait élargi. Alors tout cela, ça fait partie des tractations. Il y a encore 3 semaines pour Binyamin Netanyahou, pour que Binyamin Netanyahou forme son gouvernement. S'il n'y parvient pas, il aura encore 2 semaines supplémentaires. Il y aura une pause probablement, ou en tout cas des négociations plus réduites au niveau de leur intensité pendant la fête de Pâques, de la Pâque juive. Mais ces négociations devraient se poursuivre. On a du mal à imaginer que Binyamin Netanyahou ne parvienne pas à former son gouvernement majoritaire avec les formations de la droite ou de la droite plus idéologique. Mais tout est possible en politique israélienne et bien entendu, donc l'option d'un gouvernement élargi reste toujours à l'ordre du jour. Elle pourrait le devenir de manière plus intense après la fête de Pessah. Merci Daniel Haïk, en direct donc de la Knesset. Gouvernement à droite, c'est la logique évidemment de sortie des urnes, on va dire, de ce qui était sorti de ces élections. Le résultat des élections est on ne peut plus clair. Comme je l'ai dit, il y a une coalition potentielle de 67 députés. La question de savoir maintenant quels sont les calculs politiques du Premier ministre. Il a effectivement, comme l'a rappelé Daniel Haïk, une sorte de bras de fer politique avec le parti de Naftali Bennett. Et là, il est clair que Naftali Bennett a un problème majeur, à savoir que d'abord, il a baissé de 12 à 8 députés. Mais surtout, Naftali Bennett se trouve dans le mauvais parti. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lui, il a quitté le Likoud. Il était au Likoud avant. Il a pris le parti du foyer juif en autostop, ou eux l'ont pris en autostop. Et lui a des visées nationales. Il veut le portefeuille de la défense, des affaires étrangères. Mais son parti à lui est un parti sectoriel religieux qui n'est pas intéressé par ce genre de portefeuille. Son parti veut des portefeuilles tels que la construction, le logement, l'éducation. Et lui n'est pas intéressé. Donc ce match ne fonctionne plus. Donc si Naftali Bennett veut accomplir ses visées politiques nationales, il devra revenir au Likoud parce qu'il est vraiment dans le mauvais parti en termes de ses aspirations et de la raison pour laquelle ce parti sectoriel religieux existe. Et donc ça, c'est un problème pour Naftali Bennett et Netanyahou, encore une fois, essaie de voir, effectivement, à mon sens,
de faire jouer la menace d'un gouvernement de coalition avec les travaillistes, justement pour faire baisser les enchères vis-à-vis de Naftali Bennett. Mais en tout cas, on ne saura que dans 2 ou 3 semaines si Benjamin Netanyahou est sérieux sur ses intentions de former un gouvernement d'union nationale ou pas. Effectivement, c'est la question principale. Qu'est-ce que veut Benjamin Netanyahou? Et l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il peut? Et si on s'intéresse à cette dernière question, eh bien Netanyahou peut beaucoup. Parce que ça fait longtemps, à mon sens, que le parti au pouvoir n'avait pas obtenu autant de sièges. 30 mandats, c'est beaucoup. En tout cas, dans le contexte politique de ces dernières années, c'est beaucoup. Et c'est un succès qui est un succès personnel avant tout de Benjamin Netanyahou. La plupart des députés Likoud lui doivent leur siège et il peut leur imposer un gouvernement d'union. Il peut imposer un gouvernement avec le centre-gauche. Son électorat le suivra parce que c'est pas un électorat qui est forcément très idéologique. Peut-être il y a aussi une partie de l'électorat qui est l'électorat de Naftali Bennett qui a soutenu le Likoud. Mais Benjamin Netanyahou peut tout à fait imposer ses vues. Si vraiment il veut un gouvernement d'union nationale, il pourra l'imposer au cadre de son parti, il pourra l'imposer à l'opinion publique sans aucun problème. Est-ce qu'il le veut? J'aurais plutôt tendance à penser que oui, parce qu'il a conscience des pressions internationales. Il a conscience, bien évidemment, des difficultés du dossier iranien dont on a parlé, mais également des pressions internationales sur le dossier palestinien. On a vu ce qu'a dit Laurent Fabius aujourd'hui sur les nouvelles initiatives françaises à l'ONU sur la reconnaissance d'un État palestinien. Et ce genre d'initiatives vont probablement se multiplier au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Et c'est pas un hasard si on en entend parler justement au lendemain des élections en Israël. Donc tout cela est dans l'esprit du Premier ministre israélien et ça va peut-être l'inciter effectivement à s'adresser à l'opposition de centre-gauche pour former un gouvernement très large. Vous n'avez pas l'impression qu'il s'est adouci justement sur le dossier palestinien, Netanyahou? Il a annoncé que les taxes seraient reversées. Non, je vais d'abord dire une remarque à ce qu'ils disent et après je vais vous répondre. Bon, en fait, je pense que c'est vrai qu'on a pensé que pour Netanyahou, ça sera très facile de faire cette coalition, tous les partis, et on se réveille et on voit que ça sera très difficile et ça ne va pas se faire dans quelques jours et tout le monde tire de tous les côtés. Je suis d'accord avec Emmanuel que peut-être, entre guillemets, Netanyahou dit peut-être un gouvernement avec l'Union sioniste, avec d'autres partis, pour faire menace sur Bennett et d'autres personnes, c'est tout à fait ça. Maintenant, déjà aujourd'hui, si on a écouté le discours de M. Netanyahou à la Knesset par rapport aux Palestiniens, tout de suite, il a commencé à dire oui, nous, on aimerait bien, je cite comme je me rappelle, nous, on aimerait bien faire la paix avec tous les pays qui désirent faire la paix. Il commence à se retourner de choses qu'il a dit pendant les élections, mais on voit aussi que Obama et son administration acceptent. D'abord, il faut comprendre je suis sûre qu'aux États-Unis, les choses étaient prêtes avant. Maintenant, il se prend aux choses que M. Netanyahou a dit pendant les élections et c'est vrai que ça arrange très bien leur programme. Mais il ne faut pas non plus oublier, Obama sera là encore 2 ans comme président. Et déjà aujourd'hui, dans le discours de M. Netanyahou, on a entendu, l'ambassadeur des États-Unis était là à la Knesset, il a dit, M. Netanyahou, les relations avec les États-Unis sont très importantes pour l'État d'Israël. On est très proches et très liés, on est très amis. Et comme dans les familles, on peut avoir des divergences, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des liens très forts. Et je pense qu'il devra faire des efforts, il n'aura pas le choix. Maintenant, à mes yeux, Netanyahou aimerait bien un gouvernement de droite avec les partis avec lesquels, comme Dror a dit, qu'il peut avoir son influence. Ça sera plus facile pour lui à gouverner un tel de gouvernement. J'ai dit le contraire, j'ai dit qu'il préférerait peut-être un gouvernement d'union. Non, d'accord, pardon. Non, mais moi, d'accord, mais... Je précise également qu'Obama est au pouvoir pendant 22 mois. Ouais. De grâce, ne rajoutez pas 2 mois. Oui, 2016. Ok, pardon. Ok, 22 mois. Il est encore là. On n'a plus le temps de continuer, mais en tout cas, on a bien compris. Merci en tout cas, Meiri Rossman. Merci, Emmanuel Navon. Merci, Dror Even-Sapir. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité avec évidemment la suite des négociations à Lausanne sur le nucléaire. Également, les premiers résultats de la présidentielle au Nigeria. Et puis la situation au Yémen. Voilà, tout cela à venir dans un instant. Bonne soirée.